Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. L'information de ce 4 septembre marqué par le déblocage d'une aide exceptionnelle du Conseil départemental du Loir-et-Cher. 300 000 € destinés aux éleveurs les plus touchés actuellement par la crise des prix. L'hôpital Bretonneau à Tours, premier hôpital de France à se doter d'un appareil eye tracking, un appareil qui permet aux patients de communiquer avec le personnel médical à l'aide des yeux. C'est un gain de temps considérable pour les services hospitaliers. Et puis à la fin de ce journal, portrait de Gaël Givet, nouveau joueur du Tours FC. À 33 ans, il vient de signer avec Tours. Il sera le nouveau défenseur central du club. Au lendemain de la mobilisation des agriculteurs à Paris et du déblocage par le gouvernement de 3 milliards d'euros destinés aux aides à l'investissement, le Conseil départemental du Loir-et-Cher emboîte le pas. En la personne de Maurice Leroy, il a annoncé ce matin un plan de soutien aux éleveurs, 300 000 € d'aide exceptionnelle. Romain Delville. 300 000 €, c'est la somme que le Conseil départemental de Loir-et-Cher a décidé d'allouer à l'unanimité aux éleveurs du département. Cette somme s'ajoute au plan d'urgence gouvernemental, environ 150 000 € à redistribuer pour les éleveurs loir-et-chériens, avec un objectif, venir en aide aux plus fragiles économiquement. Sur à peu près 500 éleveurs que nous avons la chance de compter dans notre département de Loir-et-Cher, nous avons répertorié avec la Chambre d'agriculture que préside Guy Vasseur et avec les services de l'État, nous avons à peu près une centaine d'éleveurs qui vont connaître de grosses difficultés de trésorerie, d'aliments, de fourrage, qui du fait des mauvaises conditions climatiques de cet été n'ont pas pu être engrangés. L'aide exceptionnelle devrait être distribuée jusqu'à la fin de l'année quand les fourrages vont manquer. Pour cet agriculteur de retour de la manifestation parisienne, la subvention est une très bonne chose dans ce département rural. Il faut gérer vraiment l'urgence sur la nourriture, sur éventuellement les trésoreries, sur éventuellement des charges que certains ne pourront pas payer, puisque là, le conseil départemental, je ne pense pas qu'ils prennent les charges sociales, mais éventuellement, pourquoi pas. Les mesures gouvernementales, départementales dans le Loir-et-Cher en faveur des éleveurs vont leur permettre de passer l'hiver et pouvoir penser au plus long terme, très incertain pour les grandes exploitations. Une information exclusive à lire demain dans la Nouvelle République d'Indre-et-Loire. Le quotidien régional s'est procuré la liste des contre-propositions de l'intersyndicale du CEA de Mont. Vous le savez, le site était menacé de fermeture. Le président de la République a annulé cette décision, notamment sur la base des contre-propositions syndicales, des syndicats qui parlent, vous le voyez, de coûts non maîtrisés dus à l'externalisation de la fabrication de produits explosifs et au recours trop important à la sous-traitance. Bonsoir Olivier Pouvreau. Bonsoir. Vous êtes le journaliste qui s'est procuré ce document. Alors, on n'a pas tout dit, hein, d'autres éléments sont présents dans cet article que vous découvrirez demain dans l'ANR. On y parle quand même souvent plutôt de gestion du site et pas forcément de stratégie industrielle dans ce document. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que le document c'est d'abord un long constat de la situation, où on y parle de la rigidité de certaines organisations, d'économies à faire, et visiblement il y en a pas mal, d'économies d'échelle, d'économies de produits, et puis après le constat qui quand même prend beaucoup de cette trentaine de pages là que j'ai pu lire. Après, on y parle de propositions, les syndicats proposent notamment, par exemple, de réduire les sous-traitants et du moins de faire qu'ils soient in situ, c'est-à-dire que le sous-traitant puisse sous-traiter sur place. Qu'on n'externalise pas la production. Voilà, qu'on n'externalise pas la production. Alors, pas de stratégie industrielle dans ce document. Toujours est-il que c'est un secret défense qui a été percé. Oui, alors effectivement, c'est beaucoup retranché derrière le secret défense pour peut-être en dire le moins possible. C'est un rapport confidentiel qui est passé entre, je ne vais pas dire de multiples mains, mais entre beaucoup de mains. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus, il ne s'agit pas de dévoiler des secrets. Vous savez, ce qui se fabrique au CEA jusqu'à maintenant, c'était soi-disant secret. On a retrouvé une note tout bêtement sur Internet qui explique par A plus B ce qui se fabrique au CEA. Donc voilà, c'est pas non plus. Non. Comment ? De quelle nature ? Quelles sont ces productions ? Ah bah oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Olivier Pouvreau. Et donc, exclusivité à lire demain dans la Nouvelle République d'Indre-et-Loire. Dans le reste de l'actualité, les migrants, émotion internationale après la diffusion de cette photo montrant un enfant échoué sur une plage et qui nous rappelle également le sort de ces migrants qui ont investi le quartier du Sanitas cet été
à Tours. On se souvient également de l'arrivée il y a un an de ces réfugiés irakiens de la communauté chrétienne. Eux étaient arrivés dans des conditions beaucoup plus confortables, en avion dépêché par la France. Aujourd'hui, que deviennent-ils? Ils ont obtenu l'asile, ils sont épaulés par l'Ordre de Malte, ils apprennent le français, les enfants sont scolarisés. Reste encore le problème de l'emploi. Aurélie Renaud. Saadek a 48 ans. Il est arrivé en France il y a 10 mois. Une fois le statut de réfugié accordé, sa priorité a été de scolariser ses enfants. Saadek était assistant de direction dans un grand hôpital spécialisé en oncologie. Il dirigeait une équipe de 350 infirmiers. À Tours, sa carrière est tout autre. Son premier emploi au mois d'août, un CDD d'1 mois en tant qu'aide à domicile pour une personne âgée. Ici, en fait, quand j'ai accepté de travailler pour ce personne âgée, c'était pas le but pour diriger des jeunes ou de l'argent. En fait, c'était le but pour donner quelque chose, donner l'humanité pour quelqu'un qui a besoin de ça. Et ça me fait plaisir plus que des autres choses. Soit c'est pour une personne ou 10 personnes ou 100 personnes, ça m'est égal. Voilà. Pas d'équivalence de diplôme et une barrière, la langue. L'accès à l'emploi relève donc du défi. Alors l'Ordre de Malte a décidé de faire appel à des bénévoles spécialistes des ressources humaines. Cette équipe devrait permettre de définir un profil professionnel précis de chaque réfugié. L'idéal est de trouver des entreprises qui soient capables de comprendre aussi un peu la problématique de ces personnes, c'est-à-dire que leur donner la possibilité d'accéder à des emplois souvent nettement inférieurs à ceux qu'ils avaient par exemple auparavant, mais qui soient capables de percevoir leur capacité d'évolution. En un an, 5 réfugiés ont pu travailler. Parmi eux, des spécialistes du bâtiment en Irak, reconvertis comme ouvriers dans une scierie. Récemment, plusieurs offres ont été proposées par une maison de retraite. Pas assez pour les 40 demandeurs d'emploi irakiens. À Tours, un blessé grave après un accident qui s'est produit en plein cœur de la ville, sur l'avenue Gramont. Une voiture et un bus sont entrés en collision en fin d'après-midi à quelques centaines de mètres de la place Jean Jaurès. Pompiers et SAMU étaient sur place. Ce matin, en haut de la rue Nationale, toujours à Tours, avait lieu la pose officielle de la première pierre du CCCOD, dont le chantier a débuté déjà il y a quelques temps. Le CCCOD, il s'agit du Centre de création contemporaine Olivier Debray, un projet lancé par Jean Germain. Hommage d'ailleurs lui a été rendu par les élus présents sur le site ce matin. L'ouverture du centre, elle est prévue pour le mois d'octobre 2016. On écoute le fils d'Olivier Debray au micro d'Aurélie Renaud. Enfin, j'aurais une pensée toute particulière pour Jean-Luc Dutreix, c'est le rôle pionnier, je dirais le rôle premier qu'il a joué dans l'élaboration du projet. Et un souvenir aussi en la mémoire de Jean Germain, qui a été à l'initiative du projet, qu'il a suivi au début de sa réalisation avec un conseil particulier. Et puis, bien sûr, on regrettera l'absence des architectes, mais ils sont avec nous dans l'image. On s'arrête maintenant sur une innovation à des fins médicales. À Tours, le CHU Bretonneau est le premier hôpital de France à se doter d'un appareil eye tracking, un appareil qui permet aux patients, dans l'incapacité de parler, comme les personnes fréquemment intubées, de communiquer avec le personnel médical, et ce, avec les yeux. Affecté au service réanimation, il permet un gain de temps considérable. On voit cela avec Sabrina Melout. Vous avez mal quelque part ? J'ai besoin d'un antidouleur. D'accord. Vous avez mal où ? Grâce à cette tablette, Marie-Élise peut communiquer sans difficulté avec sa patiente. La technique, baptisée eye tracking, comprenez commande oculaire en français, est basée sur la mesure de la pupille et des reflets cornéens dans un champ lumineux infrarouge. Vous pouvez nous dire votre douleur sur l'échelle de 1 à 5 ? 4. D'accord, très bien. Ce n'est donc plus la main qui déplace la souris, mais le regard qui commande et valide lettre ou pictogramme. Un gain de temps considérable. Lui peut nous exprimer ses souhaits, mais aussi situer sa douleur, ses envies, ses besoins, tous les besoins urinés, la soif, la faim, tout ça. Il a aussi les besoins de se divertir, chose qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Et ça permet aussi aux patients de communiquer avec ses proches, chose qui était compliquée avant quand on n'avait pas ce matériel. Une véritable avancée pour améliorer les conditions de soins du patient. Car l'incapacité à communiquer augmente angoisse et frustration, ce qui majore le risque du syndrome de stress post-traumatique.
Ils sont intubés, ils ne peuvent pas bouger. C'est comme s'ils étaient un peu emprisonnés. Ils ne peuvent pas nous dire quels sont leurs besoins, leurs sentiments. Il faut compter 13 000 € pour cette machine ultra performante, prêtée au CHU. Mais il projette d'en acquérir 7 à un prix plus compétitif, 5 voire 6 000 € grâce au mécénat. En bref, le tirage au sort de la Coupe de la Ligue, 16e de finale. Le Tour FC recevra Angers, un derby ligérien qui se tiendra le 27 ou 28 octobre. Et donc, c'est bien à Tours qu'aura lieu le match. Et en parlant du Tour FC, on s'arrête sur une de ses nouvelles recrues, Gaël Givet. À 33 ans, il sera le nouveau défenseur central du Tour FC. Il vient de signer avec le club tourangeau. Il apportera à Tours son expérience internationale. Son portrait est signé Bastien Mathieu. Un bleu chez les Bleus, Gaël Givet, ancien international de l'équipe de France, 12 sélections au compteur, vient de s'engager pour une saison, plus une avec option avec Tours. Une recrue de choix pour le TFC, avec 377 matchs professionnels en Ligue 1, Ligue 2 ou en Angleterre. Le défenseur central va pouvoir apporter son expérience à l'effectif tourangeau. C'est un groupe très très jeune, donc ils attendent de moi que ce soit sur le terrain ou en dehors. Parce que bon, on m'a rien promis, on m'a pas dit que j'allais jouer, que j'allais faire ci, que j'allais faire ça. Mais voilà, d'abord d'apporter quelque chose au niveau de l'expérience et pour rassurer un peu tous les joueurs. En s'engageant avec le Tour FC, le joueur de 33 ans découvre un 6e club professionnel. Formé à Monaco, il a ensuite porté les couleurs de Marseille avant de s'exiler en Angleterre en signant à Blackburn. Après 4 ans et demi chez les Rovers, il revient en 2013 en France par la petite porte en signant à Arles-Avignon, son club de cœur. Je suis originaire de là-bas, donc je voulais retrouver ma famille après 4 ans et demi en Angleterre. Et donc voilà, j'étais content de retourner là-bas. La première année s'est plutôt bien passée, mais c'est vrai que la seconde, il y a eu des choix qui ont été faits. Et plein de choses se sont passées, toujours négatives. Donc c'est vrai que ça a été une très très grosse galère. Et j'ai fini la saison dernière très éprouvé, surtout mentalement. En fin de contrat avec Arles-Avignon depuis juin dernier, celui qui était dans le groupe de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006 s'entraînait tout seul depuis. Il lui faudra quelques semaines donc pour retrouver toutes ses capacités physiques. Ce sera donc vraisemblablement trop juste pour la réception de Bourg-en-Brest vendredi prochain. À Tours dimanche, c'est tout le centre-ville qui sera animé. Et bien animé pour un dimanche puisque se tient la braderie de Tours qui a lieu cette année en même temps que la braderie de Lille. Des centaines d'exposants seront présents en ville. Les secteurs concernés, le Vieux-Tours, la rue Nationale et le secteur de la place Jean Jaurès. Attention, la ligne de tram sera coupée en 2. Aucun service ne sera assuré entre les stations Anatole France et Verdun. C'est toute la partie centrale de Tours qui sera dépourvue de tram jusqu'à 22 h. Une navette sera mise en place entre la gare et la station Verdun. Et du tram, on en reparle tout de suite avec notre invité Thierry Couder, le directeur de Fil Bleu, le tram qui fête ses 2 ans de mise en service.